Bonjour et un très chaleureux bienvenue à tous nos fidèles abonnés d'Écho du Net congolais. Nous vous sommes incroyablement reconnaissants pour votre soutien continu et votre engagement envers notre programme qui s'efforce d'apporter de la clarté aux questions complexes qui façonnent notre nation. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui résonne profondément dans le paysage politique congolais, le rituel récurrent du dialogue politique. Alors que nous sommes à l'aube des élections de 2026, avec le récent dialogue de Djambala encore frais dans nos esprits, il est crucial de décortiquer ce processus familier. Nous allons examiner une analyse qui fait réfléchir, proposée par notre rédaction, qui présente une thèse convaincante, voire troublante. Son argument est que ces dialogues, loin d'être de véritables exercices de réconciliation nationale, ne sont souvent rien de plus que des arnaques politiques élaborées. Selon notre analyse, ces réunions très médiatisées sont fréquemment des manœuvres stratégiques conçues pour atteindre deux objectifs principaux pour le pouvoir en place. Premièrement, elles servent à fabriquer un vernis de légitimité, surtout après des événements controversés comme des coups d'État ou des élections contestées. Deuxièmement, elle prépare le terrain pour ce qu'il appelle des hold-up électoraux, prédéterminant les votes futurs. C'est une accusation très sérieuse. Un processus censé favoriser l'unité est utilisé pour consolider le pouvoir et subvertir la volonté démocratique du peuple. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer cet argument en détail en utilisant une approche claire et factuelle pour séparer la rhétorique de la réalité. Notre méthode sera simple et basée sur des preuves. Nous suivrons un chemin chronologique, de l'après-indépendance à nos jours. Pour chaque cas, nous présenterons le contexte et examinerons les preuves en nous basant sur les reportages des médias, les documents officiels, les témoignages oculaires. Notre objectif est de vous donner une compréhension complète en pesant les forces et les faiblesses de cette perspective. Nous croyons en une discussion approfondie, basée sur des faits, évitant le jargon abstrait et restant connectés à la vie quotidienne des Congolais ordinaires. Nous commencerons par examiner les dialogues que nous considérons comme légitimes, tels que la Conférence nationale souveraine de 1991. Ensuite, nous passerons à la période plus controversée, les dialogues qu'ils considèrent comme des stratagèmes de survie et de manipulation. À la fin de notre programme, vous aurez une image plus claire de l'histoire, des preuves et des angles morts. Alors restez avec nous tandis que nous démêlons cet élément crucial de la vie politique de notre pays, une histoire d'espoir et de profonde désillusion. Table des matières. Deuxième partie. Acte 1. Les dialogues légitimes. Section 1. La conférence de 1972. Une bouée de sauvetage pour la Révolution. Section 2. La conférence nationale souveraine de 1991, une nation renaissante. Section 3, les fruits de 1991, un plan pour la démocratie. Section 4, le forum pour la paix de 1994, prévenir la guerre civile. Notre récit historique commence en identifiant une poignée de dialogues que nous considérons comme authentiques. Il soutient que ceux-ci étaient motivés par un désir sincère de servir l'intérêt national. Le premier cas qu'il présente est la conférence nationale de 1972. Pour comprendre pourquoi cet événement est si particulier, nous devons revenir à une période très turbulente de l'histoire congolaise. Le gouvernement du président Marien Ngouabi, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1968, faisait face à une immense pression. L'esprit révolutionnaire qu'il prônait était mis à l'épreuve par des conflits internes et des remises en question répétées de son autorité. Ce n'était pas une période de paix ou de stabilité, c'était un moment de crise profonde pour le régime. Le contexte était une succession de tentatives de coup d'État. En 1969, Bernard Kolela a mené une tentative. En 1971, c'était Pierre Kinganga. Puis, en février 1972, le mouvement du 22 février lança une autre insurrection, dirigée par le lieutenant Ange Diawara. Selon notre rédaction, la décision du président Ngouabi de convoquer une conférence nationale était un acte volontaire et non une contrainte exercée par une pression extérieure.
Il y voyait une étape nécessaire pour sauver sa révolution de l'effondrement sous le poids de ses propres divisions internes. L'objectif était clair, diagnostiquer les problèmes qui affligeaient l'État et trouver une solution collective pour éviter de nouveaux bains de sang et une instabilité accrue. Il ne s'agissait pas de légitimer une élection volée, il s'agissait de survie. Cette conférence fut un moment d'introspection crucial pour le Parti congolais du travail, le parti marxiste-léniniste au pouvoir. Le but était d'unifier le pays et le parti autour d'une vision commune. Elle a réuni diverses factions pour discuter ouvertement des griefs et des clivages idéologiques. Contrairement au dialogue ultérieur que nous critiquons, la conférence de 1972 était un règlement de compte interne. Son but était de consolider le pouvoir non par la ruse, mais en forgeant une base politique plus forte et plus unifiée. Elle visait à panser les plaies au sein même du mouvement révolutionnaire. Notre force ici est de souligner le motif. En présentant la conférence de 1972 comme une mesure proactive, nous établissons une référence pour ce à quoi devrait ressembler un dialogue légitime. C'est un processus initié pour résoudre un problème réel et existant pour le bien de la nation, plutôt que pour créer une façade de consensus. Cependant, une limite de cette brève analyse est qu'elle n'aborde pas les conséquences. Bien que la conférence ait pu temporairement stabiliser le régime, elle n'a pas effacé de manière permanente les tensions profondes au sein de l'élite politique congolaise. L'assassinat de Ngouabi 5 ans plus tard, en 1977, est un rappel brutal que les solutions forgées en 1972 n'étaient pas éternelles. Le deuxième exemple de dialogue légitime et peut-être le plus significatif est la Conférence nationale souveraine de 1991. Cet événement n'était pas une initiative gouvernementale, c'était l'aboutissement d'une immense pression populaire. Au début des années 90, le régime de parti unique du PCT sous Denis Sassou Nguesso faisait face à une vague d'opposition. Les syndicats, les étudiants, groupes religieux, les mouvements politiques émergents, ils étaient unis par une seule exigence, la fin du régime autoritaire, la transition vers une démocratie multipartite. La situation économique était désastreuse et le peuple aspirait à la liberté politique. Contrairement à la conférence de 1972, ce n'était pas un acte volontaire du chef de l'État. Comme nous le soulignons, le président Sassou Nguesso a été contraint de céder. La pression de la rue et des divers secteurs de la société était tout simplement trop forte pour être ignorée. Du 25 février au 10 juin 1991, Brazzaville est devenue le centre d'un débat national extraordinaire. C'était plus qu'une simple réunion. Nous le décrivons comme une catharsis collective. Pour la première fois, les citoyens congolais de tous horizons pouvaient exprimer publiquement leurs griefs, critiquer le régime et tracer collectivement une nouvelle voie pour leur pays. La conférence a été déclarée souveraine. Ses décisions étaient contraignantes et primaient sur toutes les institutions étatiques existantes, y compris la présidence. Elle a effectivement dépouillé le président Sassou Nguesso de ses pouvoirs exécutifs et a nommé un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre, André Milongo. Les délégués ont travaillé sans relâche pour démanteler l'architecture de l'État à parti unique et jeter les bases d'une nouvelle république démocratique. L'atmosphère était empreinte d'un profond espoir et d'un renouveau national. Ce fut un moment où le peuple, par l'intermédiaire de ses représentants, a pris le contrôle de son destin, demandant des comptes à l'ancien régime et dessinant son propre avenir. Notre analyse souligne avec force la nature transformatrice de cet événement. Nous le présentons comme la référence de ce qu'un dialogue authentique peut accomplir lorsqu'il est animé par la volonté populaire et protégé par sa propre souveraineté. La force de cet argument réside dans les résultats tangibles qui ont suivi, que nous allons explorer ensuite. La conférence n'était pas que des paroles, elle a produit une feuille de route concrète pour le changement. Un point aveugle potentiel cependant est l'idéalisation de ce moment. Bien que la conférence elle-même ait été un succès monumental, elle a également déclenché des rivalités politiques et des tensions
qui ressurgirait avec des conséquences dévastatrices dans les années à venir, prouvant que même le dialogue le plus réussi ne peut effacer tous les conflits futurs. Le succès de la Conférence nationale souveraine de 1991 ne se mesure pas aux discours prononcés, mais aux résultats concrets qu'elle a produits. Nous soulignons que ce dialogue a entraîné des changements fondamentaux et durables. Sa réalisation la plus importante a été la création d'une nouvelle constitution. Ce document n'était pas qu'un simple morceau de papier, c'était une charte révolutionnaire. Elle a consacré les principes d'une démocratie moderne. Elle a formellement établi le pluralisme politique, mettant fin au régime de parti unique et permettant la libre formation de partis politiques. La Constitution a établi que le pouvoir politique ne pouvait être obtenu que par les urnes. C'était un rejet des coups d'État. La conférence a planifié une période de transition consensuelle, un calendrier pour un référendum constitutionnel suivi d'un calendrier pour les élections présidentielles et législatives. Le processus a été conçu pour être transparent, inclusif et équitable. Et le processus a fonctionné. Le référendum constitutionnel a eu lieu, la Constitution a été approuvée à une écrasante majorité. En 1992, le Congo a tenu sa première élection présidentielle multipartite. Le processus fut salué comme libre et équitable. Un citoyen congolais montrant son doigt ancré après avoir voté 1992. Pascal Lissouba a remporté l'élection. Sassou Nguesso, arrivé troisième, a accepté les résultats. Ce transfert pacifique était un fruit direct de la conférence de 1991. Il a montré que si un dialogue est souverain et représentatif, il peut produire un ordre politique stable sans violence. Nous lions 1991-1992 au succès du dialogue. Nous relions le processus à ses résultats. Une nouvelle constitution, des élections libres, une transition pacifique du pouvoir. Cette réussite rend les échecs ultérieurs encore plus tragiques, soulignant un potentiel qui n'a pas été maintenu à long terme. 4. Le Forum pour la paix de 1994. Éviter la guerre civile, que nous citons comme exemple légitime. Le dernier exemple de dialogue légitime que nous considérons est le Forum national pour la culture de la paix de 1994. Le contexte de ce forum était malheureusement très différent de l'atmosphère pleine d'espoir de 1991. Les acquis démocratiques du début des années 1990 avaient commencé à se défaire. Les élections législatives de 1993 furent fortement contestées, entraînant une grave crise politique entre la coalition du président Pascal Lissouba et l'opposition dirigée par Bernard Kolela. Cette impasse politique dégénéra rapidement en conflit armé à Brazzaville. Le pays fut témoin de l'émergence terrifiante de milices politiquement affiliées, les ninjas fidèles à Kolelas, les cobras qui s'aligneraient plus tard avec Sassou Nguesso, combattant les forces gouvernementales. La nation était au bord d'une guerre civile totale. Brazzaville était divisée en zones contrôlées par différentes milices et la violence était endémique. C'est dans cet environnement incroyablement tendu et dangereux que le président Lissouba prit l'initiative. En collaboration avec le directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor, il organisa le forum du 19 au 23 décembre 1994. L'objectif explicite était de ramener le pays du précipice. Il ne s'agissait pas de changer la Constitution ou de consolider le pouvoir. Il s'agissait d'arrêter les massacres et de trouver un chemin vers la négociation politique. L'implication d'un organisme international comme l'UNESCO ajouta une couche de neutralité et de crédibilité au processus. Surtout, comme nous le notons, le forum a vu la participation de toutes les forces vives de la nation. Cela incluait le gouvernement, les partis d'opposition, les représentants des milices même qui étaient impliqués dans les combats. Amener ces factions belligérantes à s'asseoir à la même table était un accomplissement monumental en soi. Les discussions étaient axées sur le désarmement, la réconciliation, la création d'un climat politique où les désaccords pourraient être résolus par le dialogue plutôt que par la force des armes. Le forum a servi de soupape de sécurité essentielle, permettant aux protagonistes de reculer face à la confrontation armée.
Le résultat immédiat du forum de 1994 fut une désescalade significative du climat politique et militaire. Il a réussi son objectif principal, il a empêché de sombrer dans une guerre civile totale. Selon notre rédaction, il a décrispé le climat politique et a ouvert la voie à des élections pacifiques en août 1997. Bien que la paix qu'il a négociée fût fragile, elle a tenu pendant plusieurs années, offrant au pays une période de stabilité relative. Cet argument est fort, car il met en lumière un dialogue qui était réactif à une crise, mais visait un résultat véritablement positif, la paix. Le point aveugle est que, bien qu'il ait ouvert la voie aux élections de 1997, il n'a pas résolu la méfiance sous-jacente qui allait finalement conduire à la guerre catastrophique qui a éclaté juste avant que ces élections ne puissent avoir lieu. Nous abordons maintenant la deuxième catégorie de dialogue identifiée par notre rédaction, ceux qui semblent des stratagèmes soigneusement orchestrés pour la légitimation politique. Cette ère commence après le coup d'État violent de juin 1997, qui a vu le retour en force de Denis Sassou Nguesso au pouvoir et l'éviction du président démocratiquement élu Pascal Lissouba. Ayant pris le contrôle par la force militaire, le nouveau régime de Brazzaville a été confronté à une crise de légitimité importante, tant au niveau national qu'international. Nous soutenons que pour surmonter cela, le gouvernement s'est lancé dans une stratégie d'organisation de dialogue visant à créer une illusion de consensus et d'acceptation nationale, réécrivant ainsi le récit de la guerre. Le premier d'entre eux a été le Forum national pour la réconciliation. Tenu en janvier 1998. Selon notre rédaction, c'était loin d'être un véritable effort de réconciliation. Nous le décrivons de manière cinglante comme un rendez-vous des vainqueurs de la guerre. Le forum n'était pas une rencontre d'égos cherchant un terrain d'entente, mais un événement soigneusement mis en scène où le récit était contrôlé par le nouveau pouvoir en place. L'objectif principal était de justifier rétroactivement le coup d'État. Le forum a servi de tribunal. Le gouvernement évincé du président Lissouba a été qualifié de méchant, de génocidaire. Alors que les forces démocratiques unies de Sassou Nguesso étaient dépeintes comme les sauveurs héroïques de la République, cette manipulation du processus de dialogue a été compliquée par le rôle du médiateur, le président Omar Bongo du Gabon. Nous soulignons un clair conflit d'intérêts, décrivant le rôle de Bongo comme ambigu, agissant à la fois comme juge et partie. Le médiateur n'était pas un arbitre neutre. Il était largement rapporté que le Gabon avait joué un rôle partisan pendant le conflit de 1997, facilitant prétendument l'approvisionnement en armes des forces de Sassou Nguesso via Libreville. De plus, l'épouse du médiateur Edith Lucie Bongo était la fille du président Sassou Nguesso. Ces liens ont jeté une longue ombre sur l'impartialité de la médiation et ont renforcé la perception que l'issue du dialogue était prédéterminée. Le dialogue de Brazzaville de 1999 a suivi un schéma similaire. Il a été convoqué pour aborder les hostilités en cours dans les régions du sud du pays, où les milices fidèles au gouvernement précédent, faisant maintenant partie du Conseil national de résistance, continuaient de se battre. Bien qu'un accord sur la cessation des hostilités ait été signé, nous estimons qu'il s'agissait d'un accord conclu sous la contrainte, solidifiant la victoire militaire plutôt que de favoriser un véritable règlement politique. Ces deux premiers dialogues d'après-guerre, selon notre analyse, ont établi un modèle, utilisé le langage de la paix et de la réconciliation pour consolider une victoire remportée par la force, marginaliser les vaincus et créer une façade de légitimité pour un régime dépourvu de mandat démocratique. Selon notre analyse, le régime n'a pas seulement organisé des dialogues ad hoc, il a construit un appareil politique et institutionnel. Cet appareil visait à gérer la dissidence et légitimer le pouvoir par la consultation, création de rôles et de comités pour superviser la mise en œuvre des recommandations, postes ministériels visibles, outils de cooptation, apparence de progrès et de surveillance, tandis que peu changeait sur le terrain. Nous listons les nominations. Marius Mwambenga, commissaire chargé du suivi de la Convention de paix.
Adamoluc Daniel Mateta, haut-commissaire à l'instruction civique. Dominique Bassila, commissaire chargé des recommandations du dialogue de 2015. La figure la plus durable, Martin Mbéry, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Ces nominations créent une classe de gestionnaires politiques. Nationalisation via placement stratégique dans les ministères, notamment l'Intérieur. Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur. Le contrôle logistique et administratif des dialogues et élections aux mains du pouvoir exécutif. Une boucle fermée. Convoquer, contrôler, mettre en œuvre ses propres recommandations. La machinerie devient plus sophistiquée. Contrôle de l'ordre du jour, des participants et des résultats. Organisme officiel de suivi comme écran. Recommandations rarement appliquées. Illusion de réactivité et de réforme. Le système devient permanent, un outil pour naviguer sans concéder de réels pouvoirs. Au fil des ans, l'objectif des dialogues est passé de la légitimation post-conflit à la gestion politique préventive, en particulier à l'approche des élections. Le dialogue de Brazzaville de 2009 en est un excellent exemple. Le président Sassou Nguesso approchait de la fin de son second et dernier mandat. Une opposition revitalisée s'unissait autour de Clément Mierassa et Mathias Dzon. Ils ont commencé à exiger un dialogue pour des réformes électorales. Ils craignaient pour l'équité du scrutin. Ils voulaient négocier des garanties de concurrence équitable. Le gouvernement a accepté, mais le processus a été semé d'embûches. Nous notons que les principaux leaders ont finalement boycotté. La raison, incapacité à s'accorder sur la coprésidence pour l'opposition, le candidat favori du gouvernement, Miokono Anguilla, ont été rejetés par le bloc principal. Le boycott a délégitimé le dialogue aux yeux de beaucoup. Il l'a transformé en une discussion entre le parti au pouvoir et quelques opposants complaisants. Le gouvernement a poursuivi le dialogue et l'élection malgré le boycott. Les conséquences étaient prévisibles. Les élections de 2009 ont eu lieu au milieu de contestations généralisées et d'un climat de répression, y compris des arrestations et des intimidations d'opposants. La séquence: demande de réforme de l'opposition, un dialogue contrôlé par le gouvernement, un boycott de l'opposition, une élection contestée est devenue récurrente. Le dialogue n'a pas construit de consensus, mais a servi de prétexte pour avancer l'agenda gouvernemental. Il a permis au régime de prétendre qu'il avait consulté alors qu'il contournait les voies dissidentes. Le dialogue de 2011 à Evo et le dialogue de 2013 à Dolisie ont affiné la stratégie. Nous affirmons que le processus était une mise en scène. Certains politiciens, comme Tsati Mabiala et Nick Fila, ont été désignés opposition officielle pour crédibiliser les dialogues. Nous avançons qu'il y avait un marchandage politique, participation achetée par des valises d'argent et des indemnités journalières. L'ordre du jour restait la gouvernance électorale, mais sans intention réelle de réforme profonde, comme une commission électorale indépendante ou une liste électorale biométrique fiable, vous savez. Le dialogue de CBT en 2015 a représenté, selon notre analyse, un véritable tournant et un changement politique. Les enjeux étaient plus importants que jamais. Le président Sassou Nguesso était légalement empêché de se représenter. Le régime a entrepris de modifier la Constitution pour lui permettre un autre mandat. Nous qualifions cela d'escroquerie politique notoire, un coup d'État constitutionnel. Cette décision a déclenché une réaction sans précédent. Pour la première fois depuis 1997, un front d'opposition large et unifié a émergé. André Okombi Salissa, parfait colélas des leaders de l'opposition de longue date. La coalition Frocad-IDC-CJ3M s'est opposée au changement constitutionnel. Ils ont organisé un contre-dialogue à Diatta, Brazzaville, montrant une fissure dans la capacité du régime à contrôler le récit. Le gouvernement a poursuivi son propre dialogue à CBT, qui a approuvé le référendum constitutionnel. Malgré des manifestations massives et une opposition unifiée, le changement constitutionnel a été adopté, conduisant à un hold-up électoral en 2016. Puis une répression brutale. Jean-Marie Michel Mokoko emprisonné, Okombi Salissa emprisonné, beaucoup d'autres contraints à l'exil. Un nouveau conflit a éclaté dans la région du Poul, sombre pour le pays. Ouesso 2017, Owando 2022, Djambala 2025.
Ces dialogues ont suivi le même script prévisible, devenant une rente viagère pour une classe politique complaisante. Après 2016, l'opposition unifiée s'est disloquée. Des figures clés ont légitimé le processus, participant au dialogue d'Ouesso pour préparer les législatives. Nous parlons d'arnaque politique recyclée, avec les mêmes acteurs du gouvernement et de l'opposition. L'objectif, un vernis de consensus pour assurer la continuité du régime et ses victoires électorales. Djambala, février 2025, juste avant la présidentielle de mars. De nouvelles figures politiques apparaissent que nous rejetons comme des figurants. Le dialogue produit une liste de recommandations dont beaucoup sont recyclées avec peu d'attente quant à leur application, comme toujours. Distribution de per diem, puis la photo de famille. Pour nous, la farce est symbolisée par la tenue bizarre d'un candidat à la présidence lors de l'événement, un indice visuel de la nature théâtrale et budgétivore du processus, dont l'objectif réel est la légitimation politique et la perpétuation des hold-up électoraux. L'une des conséquences les plus dévastatrices de cette utilisation cynique du dialogue politique a été la fragmentation et l'affaiblissement systématique de l'opposition congolaise. La stratégie de cooptation où la participation à ces forums parrainés par l'État est récompensée par des incitations financières ou des postes politiques a toujours semé la division au sein des rangs de l'opposition. Le front puissant et unifié qui a émergé en 2015 a été un rare moment de solidarité. Cependant, comme nous le soulignons, cette alliance, le FROCAD, IDC, CJ3M, s'est rapidement brisée. L'attrait de la participation au dialogue suivant à Ouesso en 2017 s'est avéré trop fort pour certains leaders qui ont choisi de légitimer un processus qu'ils avaient précédemment condamné, rompant la charte de la victoire qu'ils avaient signée. Ce cycle de division et de cooptation crée un paysage politique où une opposition crédible et unie peine à survivre. Le régime devient habile à identifier et à élever des opposants complaisants qui sont prêts à jouer leur rôle dans le théâtre politique. Ces figures donnent un vernis de pluralisme au dialogue et aux élections, tandis que les vraies voix dissidentes sont marginalisées, isolées ou punies. La population est laissée avec un sentiment de confusion et de trahison, alors que des leaders qui autrefois défendaient leur cause sont vus serrant la main des figures même auxquelles ils s'opposaient. Au-delà de la division, les conséquences pour ceux qui refusent de jouer le jeu sont graves. La période qui a suivi la crise constitutionnelle de 2015 à 2016 en est un exemple glaçant. Personnalités politiques de premier plan qui ont sérieusement défié le régime, tels que le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, ont été arrêtés, jugés et condamnés à de longues peines de prison. De nombreux autres cadres politiques et activistes ont été contraints à l'exil pour échapper à la persécution. Cela crée un climat de peur généralisé qui étouffe la dissidence politique. Le message est clair et sans ambiguïté. Une opposition authentique qui menace le statu quo ne sera pas accueillie par la négociation, mais par toute la force de l'appareil répressif de l'État. Ce climat de peur s'étend au-delà de l'élite politique et imprègne la société dans son ensemble. Les périodes post-électorales sont fréquemment marquées par une augmentation de la violence et de la répression, en particulier dans les régions perçues comme des bastions de l'opposition. Selon un rapport récent de Freedom House, les droits de l'homme au Congo se sont considérablement détériorés. L'ONG Action Center for Development a documenté une augmentation stupéfiante des cas de torture et de mauvais traitements par la police, passant de 13 instances au premier semestre de 2023 à 122 au cours de la même période de 2024. Les arrestations et détentions arbitraires ont également grimpé en flèche, passant de 31 à 251. Cette réalité brutale démontre que le consensus pacifique fabriqué lors des dialogues est souvent suivi par une violence sanctionnée par l'État contre les citoyens, vous savez. La répétition constante de ces pseudo-dialogues où des recommandations sont faites mais jamais mises en œuvre a conduit à une érosion profonde de la confiance du public. Des consultations de haut niveau qui ne sont que des séances de photos et des promesses non tenues
font perdre foi au dialogue comme moyen de résoudre les conflits. Le processus devient synonyme de tromperie. Quand l'électorat croit que le résultat est prédéterminé et que les dialogues ne font que soutenir le régime, l'apathie des électeurs monte en flèche. Pourquoi s'inscrire? Pourquoi voter si le bulletin n'a aucun impact? La responsabilité est partagée. Le pouvoir en place porte la responsabilité principale. Mais les figures de l'opposition qui participent à la mascarade jouent aussi un rôle. Même la communauté internationale et ses médiateurs ne sont pas sans défaut. La conséquence la plus insidieuse de tout ce système est la création d'un cycle auto-entretenu de stagnation politique. Les dialogues, organisés tous les 2 ou 3 ans avant une élection majeure, sont devenus une partie institutionnalisée du problème et non la solution. D'énormes quantités de temps, d'énergie et de ressources de l'État sont consacrées à ces désordres budgétivores, comme nous l'appelons. Cette focalisation détourne l'attention des problèmes réels. Ce modèle privilégie la survie politique à court terme plutôt que le développement à long terme. La légitimité ne vient pas des services publics ou de l'amélioration des niveaux de vie, mais de la capacité à naviguer le rituel des dialogues et des impasses électorales. En fin de compte, le système est incroyablement résilient, mais aussi incroyablement fragile. Il est résilient parce qu'il gère la dissidence et fabrique le consensus. Il est fragile parce qu'il repose sur l'exclusion, la répression et un manque de légitimité populaire. Notre analyse présente une chronique captivante et profondément troublante. Sa plus grande force réside dans l'établissement d'une distinction claire et fondée sur des preuves entre les dialogues qui ont véritablement servi l'intérêt national et ceux qui ont été cyniquement instrumentalisés à des fins politiques. Cependant, cette analyse n'est pas sans limite. Sa description de l'ère légitime, en particulier les événements de 1991, peut sembler quelque peu idéalisée. Elle passe moins de temps à examiner les tensions sous-jacentes et les rivalités politiques que ces dialogues, malgré tout leur succès, n'ont pas réussi à résoudre de manière permanente. De plus, bien que nous attribuions à juste titre la responsabilité première au pouvoir en place, une exploration plus approfondie du rôle de l'opposition et de la complicité de la communauté internationale pourrait ajouter une autre couche de nuances. Ces limitations, cependant, n'invalident pas sa thèse centrale. Elles ne font que pointer des pistes pour une enquête encore plus approfondie sur ce cycle tragique d'espoir et de désillusion. Pour nous libérer de ce cercle vicieux, les recommandations issues de ces dialogues doivent cesser d'être de simples suggestions et devenir des engagements contraignants avec des conséquences. Cela exige un changement fondamental vers la transparence et la responsabilité. Tout futur dialogue devra établir un organisme de surveillance véritablement indépendant, composé non pas de personnes nommées par le pouvoir politique, mais de figures crédibles, issues de la société civile, des organisations religieuses et des professions juridiques. La gestion du processus électoral doit être entièrement retirée des mains du gouvernement. Une commission électorale indépendante doit être indépendante en fait, et pas seulement en nom, avec des membres sélectionnés par un processus transparent et multipartite et dotés d'un contrôle total sur son budget et ses opérations. En fin de compte, la responsabilité d'exiger ce changement incombe au peuple congolais. Comme nous l'avons vu à travers cette analyse, attendre que la classe politique se réforme elle-même est un exercice futile. La voie à suivre réside dans une vigilance citoyenne incessante. Cela signifie documenter activement les faits, enregistrer les promesses faites lors de chaque dialogue et tenir publiquement les dirigeants responsables de leurs actions et de leur inaction. Cela signifie rejeter la politique des per diem et exiger des dirigeants qui servent l'intérêt public et non leur propre poche. L'histoire du dialogue politique au Congo est une leçon douloureuse, mais c'est aussi un guide. Elle montre que lorsque le peuple est uni et déterminé, comme il l'était en 1991, il peut infléchir le cours de l'histoire vers la justice.
Le défi aujourd'hui est de retrouver cet esprit et de refuser collectivement de participer au théâtre politique. Il est temps d'exiger la fin des arnaques politiques déguisées en dialogue et d'insister sur un processus de réforme nationale véritable, inclusif et contraignant. Ce n'est qu'alors que le pays pourra enfin dépasser le cycle des blocages électoraux et bâtir un avenir où le gouvernement est véritablement du peuple, par le peuple et pour le peuple.